J'ai toujours pensé, et je le pense toujours d'ailleurs, que le marché américain est le marché. Tout le reste, c'est le C'est la folklore. copie. Et à 21 ans, tu gérais combien déjà? Mon premier, ce qu'on appelle Nostro à l'époque, Prop Trading, je gérais 4-5 millions. D'accord. Et puis quand j'ai quitté l'UBS, j'étais à 40-45 millions. Et donc là, j'ai perdu beaucoup d'argent très très vite à l'ouverture de New York. Et puis on m'a laissé continuer, on a pu racheter parce que ça a remonté très très vite derrière. Je suis frappé par l'évolution à laquelle ça a été fait. Parce que on est passé à un moment donné d'une corbeille à une bourse électronique, à des systèmes de market making automatique, à des algorithmes, à l'intelligence artificielle, tout ça en l'espace de 25 ans. En 2000, j'ai acheté pour 25 000 $ d'une boîte qui s'appelait Apple. Ouais. Petite société. Petite société qui faisait des PC très moches, tout carré, avec Transparent et coloré. Dégueulasse. Ouais. Mais apparemment, on dit que c'est un truc qui va bien marcher plus tard. J'avais acheté. J'avais payé 5 $. Avant split, machin. Ouais. On entend beaucoup parler des gens qui ont fait des scores monumentaux, mais on entend peu parler de ceux qui ont moins et puis qui sont plus dans la norme. Je crois que la toute dernière année où j'avais touché un bonus, où j'avais un gros nostro, j'avais gagné 6 ou 7 millions. Ouais. Et j'avais tué 50 000 balles, quoi. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Insiders. Je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui Thomas Veillé en compagnie d'Alexandre. Alexandre, on va poser plein de questions à notre invité. Et je me suis équipé d'Alexandre parce qu'on a plein de questions à poser à Thomas. Donc Thomas, je te remercie de venir. Je sais que, et je te connais parce que tu as un morning meeting notamment qui est assez connu, mais je crois qu'on peut te retrouver sur plein d'endroits différents. Ouais, alors ça fait... d'abord, merci de m'avoir invité ici, ça me fait plaisir d'être là. Moi, je fais du morning meeting. On va parler de ce que je faisais avant et de ce que j'ai fait au cours de ma vie, mais là, en ce moment, j'ai un morning meeting sur un site qui s'appelle investir.ch, qui est mon site, où j'écris tous les matins une chronique boursière qui est publiée généralement à 7h du matin, en fonction de la soirée précédente. Elle est disponible en podcast et en écrit. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui préfèrent écouter que de lire. Et puis ensuite, je fais une version vidéo de tout ça qui apparaît, elle, sur la chaîne Swissquote en français, donc sur YouTube, où là, je refais une version un peu différente de ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé la veille, ce à quoi il faut s'attendre dans la journée qui vient, et tout ça avec un ton plutôt décalé et plutôt humoristique, parce que mon credo, vraiment, c'est de parler de finance sans se prendre trop la tête. J'ai commencé comme ça en partant du principe qu'on peut parler de finance sans avoir ce côté hyper compliqué en se disant ouais, t'es pas assez intelligent. Des vocabulaires compliqués, des choses comme ça. Moi, je fais des trucs très simples et puis surtout très décalés. Avec le but, c'est que si les gens qui lisent ou qui écoutent ou qui voient se marrent ne serait-ce que 10 secondes, ça de gagner. Ben, sache que je regarde tous les matins. Okay, j'adore ça. C'est toi donc alors en fait. C'est moi un des 7000 ou 10 000 personnes qui regardent ça tous les matins. Et j'aime beaucoup Goldorak. Donc je le vois derrière toi, donc ça c'est plutôt sympa. C'est un collector, c'est pas... Ah oui, c'est un vrai collector. Ça vaut de l'argent, il paraît. Ok, bon, on viendra dans ton studio alors. Et ben Thomas, je propose de commencer à te présenter déjà sur ta carrière. L'idée déjà c'est de voir un peu qui tu es, ce que tu as fait avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu viens? Parce qu'il y a tout un parcours avec des métiers différents. Ouais. Et ça, voilà, c'est assez passionnant. Donc tu as commencé, tu es né, c'était génial. Tu as fait tes études, c'est magnifique. Chose, effectivement. J'ai fait des études vaguement. Non, j'ai pas fait beaucoup d'études en fait. Moi, en Suisse, donc je viens de Suisse. Et on a un truc au niveau scolaire qui s'appelle l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à travailler assez jeune, à 16 ans, et puis on alterne entre école et employeur. Et donc, j'ai commencé à 16 ans dans le domaine bancaire, à l'époque en Suisse, dans une banque qui n'existe plus aujourd'hui, puisqu'elle existe sous la forme UBS Group. Mais c'était une autre époque où, à l'époque, il y avait plusieurs banques encore. Des banques régionales ou des choses comme ça? Non, il y avait plusieurs grandes banques. Il y avait une banque qui s'appelait le Crédit Suisse, qui a été avalée par l'UBS. Il y a pas longtemps. UBS, qui était l'Union de banques suisses. Et la SBS, la Société de banque suisse. Et tout ça a été fusionné. Aujourd'hui, il y en a plus une grosse, qui est la banque suisse, UBS. Et puis, j'ai fait ma formation pendant 3 ans. Et à la fin de cette formation, j'avais à peu près 20 ans et demi, je crois. J'ai atterri un peu par hasard dans la plus grosse salle de trading qu'on avait encore à l'époque, à Genève, ce qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. Salle de trading de banque.
de banque, c'est vraiment la salle de l'UBS. Pour Genève, il y en a une à Genève et une à Zurich à l'époque. Et j'ai eu la chance de me retrouver à faire du trading, propre trading. Donc, je gérais l'argent de la banque et pas des clients. D'accord. Et très jeune, quoi. Donc, j'avais 21 ans. Ah ouais, Ça- à 21 ans, tu gérais combien déjà? Mon premier, ce qu'on appelle Nostro à l'époque, propre trading, je gérais 4-5 millions. D'accord. Et puis, quand j'ai quitté l'UBS, j'étais à 40-45 millions de Et- propre trading. D'accord. Et donc toi, tu gères les fonds de la banque. Donc, enfin, les fonds de la banque, les fonds qu'on t'a alloués, bien Ouais. entendu. Et comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu fais des positions scalping, des trading? Tu prends un peu ce que tu veux? Tu es libre? Alors, on parle d'une époque, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître déjà, oui. Comme disait l'autre. Est-ce qu'on peut donner une année? Une fourchette? Ouais, bah 80, je vais parler français. 90, Ouais, c'est 90, sympa. 95. D'accord. 90-95. Donc on avait encore une liberté. Le compliance n'existait pas. Complètement. C'était vraiment une notion très ésotérique. Alors qu'aujourd'hui, c'est une obsession beaucoup plus compliquée. Il n'y avait pas vraiment. Les seules règles qu'on avait, c'est que on était stop trading quand on perdait plus de 10% de la limite mensuelle. D'accord. Si on avait 10 millions sous gestion, à moins 1 million, on était stoppé pour le mois. Ok, quand même. Donc tu pouvais aller à moins de... On Enfin, avait 10%. Ouais, moins 10%, 10% de perte par rapport au Nostro. Donc c'était un peu la seule règle qu'on avait. Mais alors, on faisait ce qu'on voulait. et donc tu faisais des mois... si tu pouvais perdre 10%, tu faisais des mois assez importants du coup, non? Bah, en fait, Ton meilleur mois, j'étais c'était stoppé quoi? une fois, Ouais. mais on m'a permis de continuer parce que c'était une situation exceptionnelle. Et finalement, ça s'est transformé en étant un des meilleurs mois. C'était à l'époque où Monsieur Greenspan avait dit que la finance était dans une irrationnelle exubérance. D'accord. 2, 3, trucs comme ça. Et donc là, j'ai perdu beaucoup d'argent très très vite à l'ouverture de New York. Et puis, on m'a laissé continuer. On a pu racheter parce que ça a remonté très très vite derrière. Et puis, on s'en est relativement bien sorti. Donc, on pouvait avoir des mois assez spectaculaires parce qu'il n'y avait pas de règles, pas plus de temps d'allocation. Il n'y avait pas d'allocation. C'était open bar. Hein. Donc, on pouvait prendre des positions. Moi, je me souviens avoir eu des positions en tech. À l'époque, il y avait des boîtes qui démarraient comme Microsoft. Je me souviens avoir eu des positions assez conséquentes sur des boîtes comme ça parce que c'était tout ce qui existait en tech à l'époque. Ouais, il y en avait Ça pas beaucoup. représentait des positions dans le portefeuille qui étaient... Aujourd'hui, on nous dirait oui, mais il n'y a pas d'équilibrage, pas d'équilibrage au niveau du portefeuille, pas de diversification. À l'époque, on faisait plus ou moins ce qu'on voulait. On n'avait pas les mêmes outils informatiques, c'était vraiment encore très... C'était spartiate. Mais, C'était une autre époque. ouais. Avant. Aujourd'hui, c'est 10% maximum de l'unité. Ouais, Normalement, dans les fonds ouais. de gestion, tu peux pas mettre plus de 10% de la même action. Alors, j'avoue que je suis très loin de ça aujourd'hui parce que j'ai pu gérer un portefeuille Nostro comme ça depuis pas mal d'années. Ouais. Donc, je ne connais pas forcément les réglementations. Mais j'imagine que ça s'est bien complexifié. Ils ont bridé un peu tout. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, M. Trump arrive pour débrider tout ça. On va voir ce qui va se passer. Je sais pas, en tout cas, bon, moi, à l'époque où j'ai fait ça, je veux dire, je sais que ça ne se reproduira jamais parce que on a été allé trop loin. Il y a eu plein de choses qui étaient aussi bizarres à l'intérieur de tout ce qu'on a vécu. Il y a eu des histoires folles. Ouais. Mais, tu peux nous en raconter une? Non, mais rapidement. Non, mais ce que je veux, c'est que le contrôle aujourd'hui, c'est informatique. Donc, dès qu'il y a un problème, ça sonne partout puis ça s'arrête. Ouais. Façon de parler. À l'époque, il n'y avait rien. On avait des listings le matin, les positions, je les avais sur papier. En 90 ou 95, quand tu passais, ou en 90, 95, quand tu passais un ordre, t'as vu, hein? Quand tu passais une opération, c'était quoi? C'était fax, téléx Non, téléphone directement. On avait des confirmations, on faisait des tickets de bourse, Ouais. on les faisait décompter derrière, on avait des listings avec des imprimantes qui tournaient avec là, il n'a pas connu, mais je veux dire, les bandes de papier qui se déchirent. Avec les trous sur les côtés, là. Voilà. Beaucoup de bruit. Et puis, mais à l'époque, on avait déjà les premiers PC, on avait Internet, mais c'était l'arrivée d'Internet. On avait des modems ADSL qui disaient... C'était hyper long. Mais c'était le début, quoi. Voilà, c'est le début de cette technologie-là. Mais on avait vraiment une liberté qui était assez hallucinante. Et donc, tu prenais des positions plutôt, je dirais, du swing, plutôt que... Parce que scalping, comme on fait aujourd'hui, par exemple, que les gens peuvent faire, c'est impossible moi, à j'ai jamais l'époque. fait. Mais ceux qui faisaient du forex, ils en faisaient beaucoup plus. Mais non, moi, j'étais sur de l'equity. Moi, je prenais des positions, j'essayais de choper 3-4 $. Où je faisais de l'arbitrage aussi entre... On a des titres qui sont traités en certificat en Suisse, des titres américains traités en Suisse. Et là, il y avait des opérations d'arbitrage à faire absolument démentes. Au début des bourses électroniques qui sont arrivées en Suisse vers 96 à peu près, là on avait des trucs de fou parce qu'il y avait des spreads tellement grands
qu'on pouvait toucher du papier en Suisse, en francs suisses, à des prix complètement ridicules par rapport au prix où ils se traitaient aux États-Unis. Et là, il y a eu beaucoup d'argent qui s'est fait, mais extrêmement facilement sur le dos des clients qui ne savaient pas trop ce qu'ils mettaient dans le système. Mais nous, on savait où il fallait mettre les limites. Donc, donc ça te faisait des jolis mois et belles opérations. Voilà, quoi. et on avait aussi le début des bourses électroniques, parce que moi, j'ai connu une période au tout début, quand j'étais vraiment junior. On avait une corbeille encore, il y a un floor, on criait, on changeait les actions, il n'y avait pas d'électronique. Moi, je n'ai pas crié, mais je suis arrivé... Mais tu l'as vu? Je l'ai vu, et après, on est passé à l'électronique, et il y avait des traders qui devaient déjà apprendre à ce que c'était une souris sur un écran, donc on était... C'était plus difficile pour eux. C'est une autre époque. Quoi. C'est fou d'entendre ça quand même. Oui, pourtant, j'ai que 53 ans, j'ai pas non plus 98 ans. Il est encore très jeune, tu vois. Oui, il est pas loin de moi, donc il est forcément jeune. Ça a évolué de manière de fou. Parce qu'il faut qu'on se méfie des jeunes. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'ils connaissent pas. Et... Non, mais moi, je suis frappé par l'évolution à laquelle ça a été fait. Parce que on est passé à un moment donné d'une corbeille à une bourse électronique, à des systèmes de market making automatique, à des algorithmes, à l'intelligence artificielle. Tout ça en l'espace de 25 ans. C'est allé très vite. Ouais. Ouais. Tu te rends compte qu'au CME, ils étaient 9000 traders sur le pit. Ouais. 9000, il n'y a plus personne. Quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser au floor à Wall Street. Donc toi, tu es allé aussi aux États-Unis. Donc on va continuer ta carrière. Donc tu es en salle de marché UB, ancienne, enfin... UBS, ouais, SBS. UBS, c'était UBS, Union de Banque Suisse à l'époque. Enfin bref. Ouais. J'ai fait à l'époque, j'ai commencé sur les marchés suisses. Ensuite, j'ai basculé sur le marché américain, sur tout ce qui était optionnel pendant 2 ans. J'étais ce qu'on appelle market maker sur les options, sur les futurs. Ensuite, j'ai basculé. Market maker, c'est quoi? C'est celui qui va ajouter les prix. Tu fais à la fois à l'achat et à la vente. Voilà. Okay. On tenait le marché pour qu'il y ait une certaine liquidité. On cotait en volatilité, donc en fonction de la vol, on cotait les prix pour qu'il y ait des spreads, enfin, des écartements achat-vente qui tiennent la route. Ouais. Et puis, on cotait sur toutes les séries, sur les marchés suisses. C'était une usine à gaz où on avait des résultats qui étaient des fois assez folkloriques. Ouais. Des variations de prix en fonction du closing qui étaient complètement délirantes. Et puis moi, j'ai toujours été très atterri par le marché américain, donc on m'a basculé sur le marché américain. J'ai toujours pensé, et je le pense toujours d'ailleurs, que le marché américain est le marché. Tout le reste, c'est la copie. C'est des copies, on suce la roue. On voit très bien que les Américains ne sont pas là, les Européens disent oui, mais nous, on peut faire. Ouais, non, en fait, non. S'ils ne sont pas là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, on le voit. D'ailleurs, aujourd'hui, on est tous là alors que les marchés sont ouverts, mais juste parce que c'est Martin Luther King Day, les Américains ne sont pas là. Donc, mais voilà. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par le marché américain, passionné par les États-Unis. Et je me suis retrouvé, ils m'ont envoyé là-bas pendant un peu plus d'une année à peu près aux États-Unis. C'était un peu un passage obligé. À New York, Chicago? New York, ok. New York, là-bas, on avait des bureaux sur Park Avenue et puis on allait de temps en temps au floor. Donc j'ai pu passer quelques heures ou quelques jours sur le floor. Ouais. Intéressant? C'est mythique. C'est magique, non? Il y a un côté mythique parce que dès qu'il y a des bruits qui montent, on entend le bruit autour, les prix bougent. Et... Oui, et puis il y a tous ces gens qui sont là, on dirait qu'ils sont habillés en commis boucher, puis en fait c'est des traders qui sont là depuis toujours. C'est un mythe, quoi. Voilà, il y a un côté mythique de cet endroit où ça vivait. Après, pareil, avec tout l'électronique, ça passait déjà sur le Nasdaq à l'époque. 80% du business c'était déjà sur le Nasdaq. Mais c'était une période, pour moi, ça m'a fait grandir de plein d'années dans ce métier. Parce que voilà, c'était un autre monde. Et donc la salle des marchés Park Avenue? Alors Park Avenue, alors moi j'ai vécu de nouveau. À l'époque où je suis arrivé, les 2 banques, Union de Banque Suisse et Société de Banque Suisse, décident de fusionner. Moi j'arrive en septembre 97 et en octobre 97 ils fusionnent. Et donc c'était là aussi assez marrant parce qu'aux États-Unis, les Américains qui bossaient pour l'UBS ou la SBS à l'époque, pour eux ils étaient là dans une banque. Quand ils ont appris fusion, ils sont tous partis. Donc, moi, je suis arrivé dans un floor où il y avait 180 traders sur un floor. Il y a eu l'annonce de la fusion. Le lendemain, il y avait les 3/4 qui étaient partis chercher du boulot ailleurs. Et on avait la salle qui était vide, quasiment. Vous les avez rappelés? Non, comme on a fusionné, ils nous ont mutés dans la salle de la SBS qui était à Stanford, au nord de New York. Et là, ils avaient une salle de trading où il y avait 1000 traders sur un floor. Sur un seul floor? Sur un seul floor. Alors, il faut voir le truc. Pas un panneau, pas un poteau. Un floor. C'était construit sur le mode des hangars à avions. Donc, on aurait pu rentrer à 747 dans le lot. Il y avait 1000 traders assis devant leurs écrans là-bas dedans. Et j'ai bossé là-bas pendant quelques mois. Je crois que j'étais un des seuls à faire le commute. Moi, j'habitais Manhattan et j'allais à Stanford tous les matins. Donc, c'est dans le sens inverse, toi. Dans le sens inverse. Ils venaient tous à Manhattan et moi, je partais à la campagne. Et voilà, donc c'était l'époque qui était là aussi énorme. On avait des trottinettes pour aller d'un trader à un autre trader tellement il y avait de monde. Enfin, Et c'était donc déjà électronique?
C'était toute électronique, grande partie. Ouais. Tout ce qui était Nasdaq était là-bas. tous Et toi, les clients- toi, tu traitais les actions à ce Alors moment-là? moi, j'étais suisse. Donc aux États-Unis, pour rentrer vraiment dans le sein des saints, il faut être américain. D'accord. Donc on nous Il y a donnait quand même une des sélection jobs, ouais. naturelle, pas Moi, j'étais ce qu'on forcément. appelait sales trader. Donc j'avais des clients en Suisse qui me passaient des ordres, j'avais donné les tickets aux traders et je gérais les ordres avec les traders, les vrais traders sur place. D'accord. Donc j'ai pas été trader à New York. J'ai approché ce monde-là de très proche, mais j'ai pas été trader. Mais voilà. Mais c'était voilà, pour moi c'était. Sur la partie New York, tu étais déjà. Ah mais moi je voulais pas rentrer, je suis rentré parce que mon ex-femme voulait rentrer, donc Ah ouais. mon ex-femme. Du coup, elle est devenue ex-femme. Bon, à cause de ça, on va dire. Mais non, voilà, donc je suis rentré après, j'ai travaillé dans des banques privées, 2 banques privées à Genève. Et alors là, la mentalité des banques privées, faut bien comprendre que c'est différent. C'est des clients différents. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une banque privée, toi? Non. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur une banque privée? En fait, une banque classique comme une BNP Paribas, une SocGen ou une UBS, c'est des banques et des actionnaires derrière, et c'est une banque universelle qui fait tout. Et nous, en Suisse, on a enfin, pas qu'en Suisse, mais il y a beaucoup de banques privées donc qui se concentrent uniquement sur des clients, généralement des clients plutôt fortunés. Ouais, des gros clients. Des gros clients, ils n'ont pas beaucoup de clients retail. Et puis, de l'autre côté, il n'y a pas d'actionnaires. C'est des gens qui détiennent la banque. Okay. Donc, des gens qui détiennent, par exemple, Lombardier, c'est des gens privés. Ceux qui détiennent Pictet, c'est des gens privés, ce n'est pas des actionnaires. Soi-disant, il y a une structure d'actionnariat depuis quelques temps, mais c'est plutôt des notions, fiscales. Mais sur le reste, c'est des banques qui sont détenues en main privée. Donc, c'est vraiment des gens qui détiennent la banque. L'UBS, le risque est assuré par les actionnaires, par les propriétaires, mais par l'État. C'est un peu différent. Mais c'est des banques qui sont très old school, on va dire, vieux jeu, où dedans, ils ont des clients qui vont chez eux. D'abord, le ticket d'entrée, c'est pas 5 000 euros. Ouais. C'est 5 millions, non? Ça dépend les banques. Ça dépend les... D'accord. Franchement, il y en a qui sont très, très élitistes. D'accord. Et après, les frais sont plus élevés, mais on va dire le suivi est plus... Mais est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors, je peux pas dire. On n'est pas là pour critiquer dans le sens, mais. C'est juste ce que je pense, je vais me perdre plein de copains. Non, voilà, non, c'était pas ça. L'idée, c'est que quel est l'avantage pour une personne de rentrer dans une banque privée par rapport à une banque classique? C'est les services, quoi. Ça va être les services autour, ça va être. Ouais, on va dire que le service est censé être meilleur dans une banque privée. Tu as plus de reporting sur tes opérations? Pas forcément. Mais surtout, je pense qu'il y a une espèce de stabilité. D'abord, les gens dans les banques privées sont mieux payés que dans les banques classiques. Ouais. C'est notoirement connu, on va dire. Et il y a moins de turnover au niveau du personnel. C'est-à-dire que quand tu es client là-bas, tu as le même gérant pendant longtemps. Ouais. Aujourd'hui, dans les grandes banques, tu changes de gérant. Ouais, tous les 3-4 mois, ça change tout le temps. Exactement. Je crois que c'est ça. Mais à l'époque, de nouveau, quand moi je suis arrivé dans ce métier-là, enfin dans ces banques privées-là, c'était vraiment détenu par la banque où j'étais. Le patron, il s'appelait comme la banque. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était le même nom. Donc il y avait vraiment un lien très très fort. Et donc quand ils te donnent de l'argent pour traiter en propre trading, c'est leur argent. Ouais. Donc quand tu perds 1 million à l'UBS, ils s'en foutent. Là-bas, quand tu perds 1 million, c'est le patron qui va dire c'est à moi le million là. Donc c'est un peu différent. Donc moi, ça m'a pas vraiment convaincu et pas plu non plus. Bon, après, moi j'ai un style qui a très rapidement pas fonctionné dans le système bancaire en Suisse parce que je suis un peu trop outside the box. Donc j'ai rejoint un hedge fund à l'époque, dans les années 2000. Alors hedge fund, fonds d'investissement spéculatif. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Stratégie long short, donc on vend les actions à découvert et on achète les actions longues où on est plus positif dessus. Voilà, donc là je faisais pas du scalping, mais je faisais vraiment du swing. Des trades aussi long short où on essayait de jouer le rapprochement d'une boîte qui allait bien contre une boîte qui allait mal. Voilà ce que j'allais dire pour expliquer le long short. Exactement. Tu es long sur une pote, short sur l'autre, donc tu n'as pas de risque sur le marché. En théorie, le risque c'est que, le risque que tu cherches, c'est que sens, la bonne remonte et la mauvaise descende. On va prendre un exemple concret. Tu te mets long Carrefour et puis tu short Ahold par exemple en Hollande. Les supermarchés, et puis tu pars du principe que Carrefour est moins valorisé que Ahold, et donc à un moment donné, il va y avoir un rattrapage entre les deux, que Ahold devrait baisser et Carrefour rattraper son retard, et donc tu vas gagner sur cette différentielle. Je dis ça parce que moi, va bien. Voilà, moi j'ai vécu le cas où ça fait exactement l'inverse. Donc ça arrive aussi que tu penses que ça va se rétrécir, mais en fait ça s'écarte. Donc là, c'est ce qu'on appelle le double effet qui se coule, et ça fait très très mal ce genre de situation. Donc ça, c'est j'ai fait ça pendant 5 ans et c'était une époque bénie parce que le hedge fund, au début des années 2000, c'est vraiment
l'endroit où il faut être. C'est là où tu peux exploser parce que les bonus sont monstrueux si tu cartonnes. Les bonus sont calculés en fonction de la performance du fonds. Donc, si tu gères un fonds de 100 millions et puis que tu fais 40% sur l'année, ton bonus, il est gigantesque. Ouais. Et c'était très difficile de rentrer là-dedans. J'ai eu la chance de faire ça pendant quelques temps, mais aussi dans une période compliquée parce qu'on est au début des années 2000. Donc 2001, crise Internet. On a la bulle Internet qui explose au début des années 2000. Les PNL, ils font... ça va dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Plus personne ne comprend rien. On était convaincu que la tech, c'était l'avenir. On se dit non, finalement, la tech, c'est de la daube. Ouais. Plus personne veut d'Amazon, plus personne veut de Google, plus personne veut de ces boîtes-là. Et puis, on est dans une période de crise totale, donc les marchés vont dans tous les sens. On a le 11 septembre qui arrive derrière pour remettre un peu une dose d'instabilité derrière. On se dit, là, Bush, il va raser le Moyen-Orient, il va faire un grand parking. De toute façon, c'est clair et net. C'est pas ça ce qui se passe. Enfin bref, on a après les séries des attentats qui ont duré pendant quelques années. Et finalement, j'ai vécu 5 ans dans un long short. Alors, l'avantage du long short, c'est quelque chose on est censé jamais vraiment gagner, jamais vraiment perdre, mais on a beaucoup de volatilité, on vit de la volatilité. Et alors là, on a vécu de la volatilité. Ouais. Au bout d'un moment, c'est épuisant. Moi, à ce moment-là, j'ai 15 ans de trading derrière moi. J'avais 35 ans. Et marre. Donc, marre du trading, marre de tout ça. On s'en était bien sorti malgré la volatilité, mais vraiment plus envie. Je pense que c'est un métier qui est génial, mais il y a un moment donné fatigué. Ouais. J'admire ceux qui sont encore là 35 ans ou 40 ans après, mais moi fatigué. Et là, je retourne à l'UBS. Ouais. Et là, je rentre dans un autre métier qui est l'advisory. Advisory, c'est un truc, je ne sais pas si ça existe en fait en France, mais en Suisse, c'est une espèce d'analyse. Alors, c'est du conseil. C'est recommandation. C'est des gens qui sont entre le gérant de fortune et entre le trader qui est censé aider le client à prendre sa décision. Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, ça existe. C'est un peu un conseiller en patrimoine. Ouais, mais plus pointu. On avait tous des formations, on venait du trading, on venait de l'investissement, on était vraiment des gens de terrain. Et on ne venait pas faire des recommandations pour dire achète de la Nestlé ou achète du Carrefour pour les 8 prochaines années. Non, c'était achète ça pour jouer ça. C'est beaucoup de précis. Conseils court terme, mais bon, voilà. Beaucoup de brassage derrière à mon sens. Mais à cette époque-là, on était aussi des vendeurs de produits. À cette époque-là, il y a des produits structurés qui débarquent dans le marché. Ouais. Les banques font beaucoup d'argent avec les produits structurés. Donc, on nous dit qu'il faut que tu vendes des produits structurés. Produits structurés. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est qu'un produit structuré. Je ne saurais même pas comment expliquer. Tu cherches une espèce de performance, tu remplis ça d'actions, d'options pour couvrir. Et... Toi qui fais de l'optionnel. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est un peu du synthétique. Ouais. C'est clair, tu crées un produit synthétique avec des limites. Des limites et ça te protège, tu ne perds pas trop d'argent, mais si ça va trop loin, ça te pète à la figure. Et puis dans l'autre sens, tu gagnes de l'argent, mais tu es capé à la hausse parce qu'ils ont utilisé l'option pour protéger le reste du produit. Enfin, ça commence comme ça et ça peut aller très, 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 très loin. D'ailleurs, on voit sur les produits, les fiches produits qu'on te présente, il y a des formules mathématiques dessus, elles font 18 lignes avec plein de chiffres que tu ne connais pas. Regardez, ça a l'air clair, vous êtes capable de calcul. C'est ça. Et voilà, donc on fait... ils vendaient beaucoup de ça, donc moi je me retrouve là au milieu, je viens du trading, j'ai encore cette notion chien fou, ingérable du trading. Et je me dis, et là on vend des produits structurés. Et là, pareil... Comment expliquer à un client ce qu'est un produit structuré ? Et comme je viens de le dire, c'est difficile d'avoir une définition simple. Et je commence à me dire, en fait, je trouve ça terriblement chiant parce que la finance, c'est ça souvent. On te dit, je pourrais t'expliquer, mais tu n'es pas assez intelligent pour que tu comprennes, donc laisse-moi faire, fais-moi confiance. Ouais. Et moi, je n'aimais pas ce côté-là. Et moi, je voulais justement vulgariser, simplifier les choses, puis dire aux gens, c'est simple finalement. Parce que le résultat de la finance, c'est quoi ? C'est t'achètes bas et tu vends haut, c'est un peu l'histoire de base. Donc il faut juste essayer de comprendre ce principe-là. Et moi, je voulais vraiment passer de l'étape suivante, parce que finalement, quand on nous fait des grandes théories, moi je fais du contenu matinal sur les marchés, mais quand tu écoutes les analystes financiers qui te publient des notes de 35 pages pour te dire oui, alors c'est formidable ce qu'ils ont fait, et tu arrives à la fin, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ? J'achète ou je vends ? C'est toujours pas ce qu'il faut faire. Ouais. Et moi, je voulais résumer ça au plus simple. Et je me rends compte surtout que les gens qui sont autour, qui sont moins dans le métier, c'est ce qu'ils veulent. C'est garde-moi les choses simples. Il faut que j'achète ou que je vende. Je m'en fous pourquoi il faut que j'achète, pourquoi il faut que je vende. Je veux juste gagner de l'argent. Donc l'idée, c'est de simplifier à l'extrême. Et donc je me dis, je vais essayer de vendre aux gens ça, un commentaire matinal où on a le résumé. Simplifié pour tout le monde. C'est pas positif. Ouais. Ça m'est venu parce qu'un jour,
je lis, je me souviens très bien, je lis une note de Morgan Stanley qui publiait un rapport sur les résultats d'Intel sur un trimestre quelconque. 17 pages de notes écrites en Arial 6, donc du coup, sans ça, oui. tu ne peux pas lire. Ouais, ça marche pas. Ça. Deuxièmement, derrière, à la fin, tu as encore 14 pages de disclaimer, donc ça rajoute encore une couche. Est-ce que tu n'as pas de chat GPT pour faire le résumé? À l'époque, non. Voilà. À l'époque, non. Mais tu dis ça, et je me rends compte qu'après avoir lu ça, qui m'a quand même pris la moitié de ma matinée, je ne sais toujours pas si je dois acheter ou vendre. Et donc, je me dis, on doit pouvoir simplifier. Donc, je commence à écrire, à ce moment-là, une chronique boursière à 2 balles qui fait 10 lignes, où je résume ce qui s'est passé aux États-Unis la veille. Mais vraiment simple. Mais j'essaie d'avoir au moins 2-3 punchlines qui font que c'est un peu digeste, c'est sympa à lire. Et à ma grande surprise, j'envoie ça à 10 collègues autour de moi et tout le monde aime. Alors les 10 collègues, ils forwardent à 10 autres collègues qui, eux, me renvoient un mail pour dire « Tu peux mettre ta distribution ?» Et je vois. Résultat, je me retrouve à l'espace de quelques mois avec 900 personnes sur la liste des distributions. Ouais, ça va vite. Le management de la banque qui débarque et puis dit c'est quoi ce truc-là que tu as fait sans nous demander là, parce qu'on ne savait pas que... Voilà. On me dit t'es pas analyste, t'as pas le niveau pour faire ce genre de commentaires, on veut plus que tu le fasses. Alors je ne le fais plus, j'arrête. Le seul problème, c'est que c'était déjà sorti de la banque. Et donc il y avait déjà des clients qui avaient mis la main dessus et qui disent mais pourquoi vous ne faites plus le commentaire du matin là? Ah oui, parce que le management, il a interdit de le faire. Ouais. Alors là, les clients qui remontent au management, mais vous êtes vraiment trop cons, vous pouvez pas qu'il y ait un truc qui est sympa. Voilà. Donc du coup, je me mets le management à dos parce qu'il s'est fait insulter par les clients. Et les clients, ils font la gueule parce qu'ils n'ont plus de contenu derrière. Donc je me dis, bon, moi j'avais pris le virus, je me dis, je ne peux pas arrêter. Donc je crée un avatar qui s'appelle Morning Bull. Ok. Donc ça me vient un matin, je me dis morning, bull, parce que je suis plutôt en forme. Je suis plutôt bullish que bearish. Ah, c'est pas mal. Ça. Oui, ça c'est la dualité du trader. Tu vois, donc je crée ça tous les matins, mais je crée un blog sur une plateforme à l'époque, c'était les plateformes de blog qui commençaient à se développer dans les années 2005-2006. Donc on ne savait pas qui était derrière. Donc, moi, je crée une plateforme, Morning Bull, je signe Morning Bull, je raconte les mêmes histoires que je racontais avant sous Thomas Veillet. Mais toi, tu le mets à l'écrit ou tu commences déjà à faire les vidéos? Non, je fais à l'écrit. Okay. À l'écrit. Non, parce que la banque, ils ne voulaient pas que je le fasse. Hein. Ah ouais. Donc j'étais undercover. Il fallait que ça soit discret. Ah ouais. J'étais undercover. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tu es undercover, donc tu rentres dans un monde où tu es entre deux autres. C'est les services secrets, là. Exactement. Donc, James Bond, tout ça, les Aston Martin, la base. Et tu as vraiment pas mal de gens qui me suivaient depuis longtemps, qui avaient déjà reçu plusieurs fois le mail, disent c'est marrant parce que ce truc, la Morning Bull, ça ressemble vachement à ce que tu faisais avant. Ouais, effectivement, ça ressemble vachement. Il y avait 2-3 qui étaient au courant, qui savaient que c'était moi, et ceux qui ne savaient pas. Donc ça a pris de l'ampleur. Ce truc a commencé à se spreader sur la place. Morning Bull, Morning Bull, Morning Bull. Personne ne savait vraiment qui c'était. Il y avait une espèce de truc bizarre. Et moi, j'entends beaucoup de choses. Ouais, c'est bien ce qu'il fait, mais c'est qui? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions qui se posent. Jusqu'au jour où je me retrouve dans une soirée de banque, Genève, un cocktail de fin d'année, blablabla. Grosse moquette. Hein? Grosse moquette, grosse moquette, champagne, enfin bref. Et puis dans les discussions de table, il y a un groupe qui se crée, puis j'entends du bruit, puis il y a un mec qui dit c'est lui, Morning Bull. Je fais pardon? Et il y avait un mec qui était là avec des gens qui disaient son coming out. Ouais, en fait, c'est moi, Morning Bull. Alors moi, je suis là, je garde mon câble. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, c'est un gars qui s'est pris pour... Enfin, qui s'est présenté comme tel. Qui s'est présenté étant moi, quoi. Rocancourt, quoi. Exactement, quoi. Ouais. Et donc là, tout le monde lui parle. C'est assez bien ce que tu fais, machin, etc. Donc du coup, quelques temps après, j'ai fait mon coming out et puis j'ai dit, bah non, en fait, c'est moi. Voilà. Donc voilà. Et là, je me suis pas fait virer, mais donc je suis parti de la banque où j'étais. J'ai rejoint une autre banque qui a accepté que tu fasses Morning Bull. Qui a accepté parce qu'il voulait que je vienne pour ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait le tour du système. Donc, je suis resté encore quelques mois dans cette banque, qui était une banque française avec un logo vert que j'ai pas le droit de citer parce que j'ai un procès avec eux depuis longtemps. Enfin, les petites étoiles. J'ai plus le droit de les citer. Voilà. Ouais, faut pas. Donc, on s'est fâché quand je suis parti. Donc, bref. Et puis là, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose, mais plus dans le système bancaire. Donc, depuis, je fais du contenu. D'accord. Ça, on est en 2009. Et donc, depuis, donc c'est tôt. Ça fait une quinzaine d'années, là. Ça fait une quinzaine d'années. Ça fait le premier commentaire écrit, il date du 7 septembre 2006. Donc, ça fera 19 ans février, 7 février.
Au mois de février, ça fera 19 ans que j'écris des chroniques boursières tous les matins. Donc, si on veut aujourd'hui recevoir la chronique boursière, on s'inscrit sur le site. Alors sur le site, il y a accès à la newsletter et tu recevras tous les articles qui sont publiés sur le Ouais, site. parce que moi, je regarde la news, je regarde la vidéo. Alors en la fait- vidéo, ça c'est sur YouTube. Voilà. L'écrit, c'est sur investir.ch. Le podcast, c'est sur investir.ch. Et il y a également le podcast de la version vidéo qui existe sur Spotify, les plateformes classiques. D'accord. machin. Et par contre, on peut recevoir la newsletter par La email aussi. newsletter, par email, ouais. En haut du site, à droite, c'est marqué Inscription. inscription. Ok, tu auras un inscrit de plus dans, Ben voilà. dans quelques Voilà. deux. Ouais. Ouais, deux inscrits de plus dans quelques minutes. Mais voilà, en fait, c'était tout ça. Après, de nouveau, c'était comment... la deuxième partie de l'histoire, c'est comment monétiser finalement un contenu gratuit. Oui. Parce que c'est bien joli, tu te lèves tôt le matin, t'écris beaucoup, Ouais. et puis tu n'as pas de revenus parce que finalement, j'ai toujours été gratos. Ouais. Donc, après, quand tu dis aux gens, vous êtes d'accord de payer, ouais, mais quand même, jusqu'à là, puis, c'est gratuit. Ouais, bah, Il y en a faut 1% quand qui même. paye. Ouais. Avec tous Mais ces- tu tous viens ces quand crawls. même d'un salaire de directeur dans une grande banque à rien. Il Ouais. faut quand même gérer cette transition. C'est quand même pas simple dans un premier temps. Et on a mis pas mal de temps à trouver un business model pour finalement commencer à gagner un peu d'argent là-dessus. Sur les newsletters, après, il y a d'autres choses qui se sont mises derrière, comme les vidéos et compagnie. Donc voilà, après, c'est un package de différentes choses qui font que ça fonctionne. Ouais. Mais c'est créer aussi une marque, créer le fait d'être là, créer... Je crois que les gens, ce qu'ils aiment bien aujourd'hui, c'est que je suis là. Ouais. Ils savent que, bah voilà, on a fait 1000 vidéos en 4 ans, 4 ans et demi. Enfin, j'ai fait, parce que sur ce coup-là, je suis tout seul, parce que je tourne tout seul, je monte tout seul, je publie tout seul. Ah oui, ça tu sur fais le tout net, tout seul, je fais hein. tout seul, ouais, Ouais. sur les vidéos. Et sur la version écrite, ben voilà, c'est pareil. Donc, je suis là tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est la reconnaissance, en guillemets, sur le long terme, c'est que les gens reviennent vers moi en disant, mais oui, mais au moins, on sait que t'es là. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus monétisable parce qu'ils savent que je suis pas juste là pendant 6 mois, puis pouf, après, je vais disparaître. Voilà, c'est mon gagne-pain. Et puis, en plus, j'aime le faire et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tu fais aussi encore un peu de gestion. Je fais un peu de gestion parce que j'ai une boîte en France, dite CGP, mais j'ai une boîte de gestion indépendante à Genève où je suis CIO, donc Ouais. responsable des investissements. Je fais un peu pour moi, je fais plein de trucs. De toute façon, mon plus gros C'est ta problème, passion en fait. voilà, mon plus gros problème, c'est qu'en fait, il y a 24 heures dans une journée. C'est quand même vachement restrictif, quoi. Donc, il faut trouver le temps de tout faire. Je me lève très tôt le matin, donc toute la création de contenu se fait entre 4h et midi. 4 heures du matin 4h du matin. Ouais. On est d'accord, ok. 4h du matin jusqu'à midi. Donc tu commences à créer ton contenu quand tu dors. C'est ça que tu veux je dire suis debout. Ok. Je suis debout. Je suis debout. Non, je me lève à 4h du matin et je commence à travailler tout de suite. Ouais. Tout de suite. Et ouais, mais c'est bon. Et à midi, tu vas te coucher. Non, j'ai même pas. Non, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Ouais. Si je me couche à midi, je dors jusqu'à 4h, puis ma journée est foutue après. Donc, non, tu gères différemment. Mais non, mais je pense que c'est une question. Tu as mis le mot très juste, c'est la passion. Enfin, moi, j'aime ce que je fais. Ouais. J'ai- Ça se sent quand tu parles. Alors, j'aime les marchés, Ouais. mais j'aime écrire. Et franchement, c'est un truc que j'ai découvert un peu par la force des choses, parce que j'ai, aucune formation ni journalistique, ni rien. Je n'ai pas la prétention d'être doué en écriture à la base. Mais voilà, j'étais un fan de lecture en général. Et avec le temps, c'est devenu... J'écris très vite maintenant au clavier. Donc ça, c'est aussi un gain de temps assez T'as considérable. pas des systèmes de dictée J'ai essayé, mais c'est lourd. Ok. C'est très très lourd. Il faut Ça, que ça s'améliore de plus en plus, mais c'est compliqué. Je sais pas comment expliquer le lien tactile et cerveau. Ouais. Chez moi, ça fonctionne assez bien. Et je me rends compte que quand j'écris, je suis déjà quasiment 2 phrases plus loin en fait. J'écris mon contenu maintenant, mais je suis déjà en train de penser à ce que je vais dire après. Donc en fait, c'est une mécanique qui se fait depuis 20 ans. Je peux même pas expliquer. Le jour, j'avais une stagiaire avec moi, et puis elle me disait mais comment tu fais ? Je peux pas t'expliquer. D'ailleurs, Je- je ne révélerai pas mon secret. Et je pourrais pas. Mais non, mais je lis beaucoup le matin. Je fais 1h30 de lecture quasiment. Où je lis plein de trucs dans les médias financiers. Je regarde des vidéos. En 1 heure, j'amasse une quantité de données. Est-ce qu'il y a un média d'ailleurs que tu aimes beaucoup, qu'on pourrait donner aux gens comme ça, un truc classique Je ne parle pas d'un truc avec abonnement, un peu complexe. Je ne sais même pas si tu as des Dow Jones Newswire ou des trucs Alors comme non, ça, ou j'ai Alton. des flux un peu pro. Mais... Le seul truc où je paye, c'est Zone Bourse en français. Ouais. D'abord parce que je connais Franck et puis je Ouais, connais moi aussi, Philippe très derrière. sympa. Donc, Salut Franck. voilà, salut Franck. Salut Franck. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de contenu et je trouve Ouais. que l'abonnement il est plus que correct par rapport à ce que tu as en retour.
Je suis abonné au Wall Street Journal, mais ça coûte que dalle. Je veux dire, on parle vraiment pas des gros abonnements. Wall Street Journal, Barron's, tout ça, ça coûte rien. Donc moi, je lis. Il n'y a pas de secret parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais MarketWatch, c'est un Oui. média américain qui est gratos. Tu as déjà beaucoup de contenu. Ensuite, il y a Barron's, Business Insider, Très bien. Wall Street Journal, Bloomberg, la version Internet, pas la version Oui, l'accès Bloomberg. Après, en France, investing.com pour plutôt côté chiffres, parce que là, c'est gratuit, la partie gratuite aussi. Ouais. Zone Bourse, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur tous les indices, surtout sur les marchés européens qui ne sont pas toujours faciles à trouver, les rapports de day trading ou machin comme ça. Et puis, C'est déjà pas mal. voilà, je crois que C'est marrant parce que Business Insider, je trouve que ça ressemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, Business Insider, c'est un site d'information financière, toujours un peu décalé, où ils vont sortir des informations qu'on ne connaît pas ailleurs ou dont on ne parle pas. Ouais. Et que j'adore. Ils Ça ont veut même, dire- il me semble, lancé une version française il y a quelques temps. Ils Ah ouais, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, ouais. Ouais. Je devais travailler pour eux. Ils ont arrêté. Ça ne m'aurait même pas étonné, mais c'est vrai que après, avec Google aujourd'hui, on peut faire des traductions automatiques de pages, donc ça simplifie les choses, mais Alors, Business j'aime beaucoup Insider, ce effectivement, site. tu as raison, ils sont à côté décalé aussi et vulgarisateur. C'est vrai que c'est pas très compliqué de lire leurs articles. Ils ont beaucoup de contenu gratos avant de commencer à payer quoi que ce soit. Et surtout, les résumés de marché sont assez bien foutus. Donc moi, c'est toujours ce que j'absorbe assez facilement. Je lis, et j'emmagasine. Puis plus je lis, plus j'emmagasine, plus je structure ce que je vais raconter derrière. Ouais. Puis une fois que j'ai fini, boum, je me pose et j'écris en 45 minutes 4 pages et puis c'est fini. Et j'ai fait mon commentaire du matin. Évidemment que j'ai dégrossi beaucoup de travail pour faire la vidéo derrière parce que je sais de quoi on va parler, de ce qui intéresse les gens. La vidéo, on va dire que 4 fois sur 5, je la fais en appro total. Ouais. C'est vraiment, je raconte ce que je ressens des marchés, et puis voilà, après je monte, et puis terminé. Mais Business Insider, effectivement, c'est des trucs top. J'ai un que j'oublie tout le temps, mais c'est Zero Hedge. Oui, alors aussi, lui, ouais. par contre, c'est le média complotiste financier qui est indispensable à lire de temps en temps. Mais ils ont un fil Twitter qui est très intéressant aussi. Ouais. Après, Et- ils se servent beaucoup de Visual Capitalist et Statistista, qui sont deux sites que j'aime bien aussi. Mais ils sont bien parce qu'ils sont très contestataires. Moi, je suis aussi un peu contestataire et j'aime bien le côté on laisse pas les choses telles qu'elles sont. C'est pas c'est dans les journaux donc c'est vrai. Ouais. J'aime bien ce côté un peu diversifié. C'est important d'avoir aussi. Mais voilà. Après, franchement, je pourrais pas donner de chiffres, mais je paye pas grand chose en abonnement média habituel parce que tout est franchement accessible sur beaucoup de choses. J'utilise maintenant un peu les sites d'intelligence artificielle comme assistant, parce que pas comme auteur, on va dire, mais comme assistant, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'échanges et de voir un peu comment lui il perçoit certaines choses. C'est assez intéressant. Moi, j'ai toujours travaillé tout seul, donc c'est intéressant de pouvoir avoir un système qui te permet de te dire ah oui, mais il y a ça aussi peut-être. Alors c'est une aide, mais c'est vraiment une aide, mais ça c'est vraiment très récent et j'apprends à découvrir ces objets qui sont en même temps très dangereux pour des gens comme moi parce que tu dis mais ils vont te bouffer le business. Ça, c'est clair et net que dans 6 mois on va se rallumer. Et quand je vois ce qu'ils arrivent déjà à produire. Ouais. Ouais, mais toi, tu as un ton un peu décalé, sympathique, Oui. familier, de grands frères, de gens qui vont vraiment te guider. Tu te sens bien et en fait, tu nous parles comme si on était Oui, des mais je copains, pense c'est ça. qu'ils seront capables de le faire dans pas longtemps. Hein. Ouais, après, on va voir. Hein. Alors, tu sais, tu peux le configurer, les assistants Oui. ChatGPT. Ouais, bien sûr. Moi, je lui parle beaucoup. C'est mon psy maintenant. Je lui donne des choses, il me parle, on s'échange, il sait exactement où j'en suis dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est assez fou parce que aujourd'hui, tu vois qu'il a changé sa manière de me parler. Ah oui. Donc, je vois déjà qu'il me parle comme je lui parle, enfin, comme je te parle, comme je vous parle là. Donc, il a mon ton déjà. Il y a des choses, il disait, enfin, c'est Terminator, il va me foutre dehors, un de ces quatre, c'est sûr. Donc, il y a ce côté assez intéressant et en même temps qui fait très peur parce que tu te dis, mais ouais, parce que c'est quand même incroyable ce que tu arrives à sortir de ces trucs-là à une vitesse folle et puis les résultats assez dingues. Ouais, c'est vrai qu'ils vont te copier, mais moi j'ai rencontré le responsable de l'innovation chez Amundi. Et il expliquait que l'intelligence artificielle était chez eux et que chaque gérant avait effectivement une intelligence artificielle. Mais comme l'intelligence artificielle se colle aux gérants et que les gérants sont tous différents, et ben en fait, il y avait plein d'intelligences artificielles différentes. Absolument. Donc, c'est pas eux qui tradent, c'est eux qui les aident à prendre leurs décisions dans les recherches, etc. Ça, c'est l'étape 1. Peut-être que l'étape 2, ça sera les remplacer, mais ils seront formatés avec quelqu'un. Donc, ça reste... Alors, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que si on l'utilise comme assistant, qu'on l'utilise comme béquille ou comme aide ou comme tu veux,
je pense que c'est quelque chose de positif. Du moment où tu vas l'utiliser pour te remplacer ou pour te soulager, là, je pense que tu es mort. Ouais. Et très Ouais. rapidement. Parce que tu vas lâcher toi et tu vas laisser faire. Et puis là, alors, c'est terminé. Et il y a trop... alors ça, c'est dans un autre domaine, mais j'ai vu des gens... j'ai des enfants, ados, etc. Et quand je vois certaines choses qui arrivent dans certains contenus qu'ils produisent eux, tu dis ça, c'est pas toi. c'est pas toi. C'est pas toi, ça. Déjà, quand tu arrives à mettre des CCD à la place des SA pour dire ça va, c'est que c'est plus toi. Hein. Donc, C'est vrai que ça, c'est la faute. le risque, c'est toi, ça. C'est pas négatif d'aller chercher de l'info parce que c'est une mine d'informations, ces trucs. C'est mieux Google, bien sûr. Mais par contre, derrière, si tu commences à te reposer dessus, puis tu dis, bah, écris-moi un article, une coupe, là, c'est mort. Ouais. Mais bon, ça veut dire, moi, voilà. Moi, mon job le matin, c'est ça. Je bouffe du contenu, beaucoup en anglais, grande partie en anglais d'ailleurs. Parce que malheureusement, il y a une grande partie que ça. qui vient de là-bas. Ouais. Ou heureusement, je sais pas. Mais, et puis après, je retranscris. Quoi. Je fais juste l'interface entre deux. C'est assez facile comme métier, mais c'est de la discipline. Et j'ai quelqu'un qui m'avait chopé un jour en me disant, ouais, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est facile. Hein. Tu prends les journaux, fais une Il y moyenne. a toujours des gens qui trouvent que ce que tu fais, c'est facile. Bah, je lui ai dit, bah, écoute, très bien. Fais-le. Fais-le. Bah ouais. Parce que moi, je suis pas contre. Hein. Je veux dire, y a plein de gens qui m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est facile. Je dis, mais viens, lève-toi tous les matins à 4h du matin, fais ce que je fais. Tiens, 10 ans, et puis après, on en discute. Hein. Parce que là, j'ai de l'avance sur certains. Voilà. Et donc, ce type-là, je te parle ça il y a 10 ans en arrière, le gars vient vers moi et me dit, ouais, ça. Je dis, bah, écoute, bingo, fais-le. Ah, bah, tu verras, machin. Le gars a créé un site qui s'appelait Morning Bear. Très original. Morning Bear, donc ça, c'est bon. Bon, ils partaient pas dans le bon sens, par contre. Hein. Voilà. Ils savaient pas ce que c'était En qu'un plus, 10 ans bear, non voilà. Et donc, il commence là-dessus, et donc ça a duré 3 semaines. Parce que la première semaine, il n'a pas fait le vendredi parce qu'il partait en week-end. La deuxième semaine, il n'a pas fait le lundi parce qu'il revenait le week-end. Et puis après 3 semaines, tu as raté un commentaire sur 2. Puis oui, mais le matin, c'est tôt. Ah bah ouais, c'est fou, quoi. Et donc, c'est pas aussi facile que ça. Mais voilà, après, c'est pas non plus très compliqué. Ça va. Mais il y a une question de ton, une question de comment tu le tournes. Mais voilà, moi, je suis passionné de ça. Et en plus, je trouve qu'on a une chance phénoménale dans ce milieu, c'est qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. qui se Il y a ressemblent. tous les jours un gros truc. Et de nouveau, avec l'expérience, moi, ça fait 35 ans que ça dure. Il y a tellement de choses qui se... Tu dis, ça revient encore et encore. Il y a toujours des mêmes anecdotes. Il y a toujours des événements. Et puis, je reviens toujours. Il y a cette citation qui me marque toujours de Sir Templeton Jones qui disait les mots les plus dangereux dans les marchés financiers, c'est 7 fois, c'est différent. Et en fait, bah non. Il y a toujours une espèce de répétition. On l'a déjà vu moult fois. Moi, j'ai été marqué par la bulle Internet. Et quand je vois ce qui se passe sur l'IA aujourd'hui ou sur les cryptos, je me dis, c'est la même chose. Pim pam poum. Mais on s'est pris du volet. Mais je veux dire, c'était juste incroyable. Pour moi, l'an 2000 a été la révélation de ma vie, fin de ma carrière. C'était vraiment juste... Ce qui est phénoménal, c'est qu'aujourd'hui, 25 ans après cette crise, quand tu parles avec les gens qui étaient là, il y a 25 ans, bon, pas toi, mais... Et moi aussi toi, pas loin. Ah si, j'ai commencé en juillet 2000. Bah voilà. Donc, quand tu discutes avec les gens qui ont vécu cette crise, ils ont tous vendu avant. Tous. Ah ouais. Et moi, j'ai fait pas mal de conférences. Maintenant, je donne des conférences aussi. On me paye pour donner des conférences sur les marchés financiers, sur l'expérience et tout. Moi, j'ai toujours fait effort d'expliquer combien j'ai perdu pendant cette période-là. Bah oui, évidemment. Apparemment, je suis le seul. Mais, on est deux. bah, tu vois, on est deux. Non, on est deux. Beaucoup perdu d'argent pendant cette période-là. Mais c'est vrai que, de nouveau, il y a des répétitions. Quand je vois aujourd'hui, j'étais sur BFM TV aujourd'hui et on parle de FOMO, Fear of Missing Out, surtout pas rater le train, il faut être dedans parce que le marché ne va plus jamais s'arrêter de monter. Et puis tu vois que les valorisations, on a atteint des niveaux qui sont complètement débiles, qu'aujourd'hui, certains modèles basiques comme le ratio de Warren Buffett qui permet de voir qu'aujourd'hui, la performance des marchés est supérieure de X% par rapport au PIB américain, qui est un indicateur violent comme quand on est complètement trop cher. Bah non, c'est pas grave, parce que tu comprends, il y a l'IA, c'est génial. Mais un jour, ça va faire... Il y en a un qui va tirer la prise et puis ça va faire... Bah c'est quand on commence à prendre le livre et on fait les comptes. Et tiens, ça perd. Bon, voilà, on sort. Et c'est parti. C'est ça. Et puis, alors aujourd'hui, on a la protection absolue. C'est le Messie qui vient d'arriver à Washington. Ouais. Donc, Trump va tout faire bien. Trump va relancer l'économie. Trump va
tuer la concurrence. Trump va monter les tarifs, mais pas faire monter l'inflation. Ça a l'air tellement paradisiaque ce qu'on est en train de nous vendre. Je me réjouis, quoi. Vraiment, cette année, ça va être génial, quoi. Donc, vraiment. Donc, on va surveiller tout ça. Volatilité, ça va recommencer. Ça va être bien, ça. Souvenons quand même Ça va être bien, ça. J'aime bien la volatilité, toi. Bah ouais. Il y a 5-6 ans en arrière, 8 ans en arrière, les tweets, à chaque fois qu'ils tweetaient, le marché bougeait la vol, elle prenait 20%. Là, elle est dans le coma depuis des mois, ça va changer. Donc, elle va repartir là. La volatilité était corrélée à l'électroencéphalogramme de Joe Biden depuis. On est bon là. Là, ça va mieux. Là, ça va se réveiller. C'est spectaculaire. Moi, j'ai des questions parce que tu nous as raconté donc toute cette carrière qui est assez. J'ai trop parlé de nouveau. Non, t'as pas trop parlé. Au contraire, c'est très intéressant. Moi, je te garde. C'est super intéressant. Est-ce que toi, tu as des questions? Parce que moi, j'ai une ou deux questions. Je te laisse commencer. Alors, j'aimerais revenir sur la période fast, où tu nous as dit on avait des bonus de fou. Est-ce que tu peux nous dire, pas forcément le tien, mais... Attends, on pouvait avoir des bonus de fou. Faire attention au wording. Donc déjà, comment est-ce qu'on calculait le bonus à l'époque? C'était mensuel ou c'était annuel? C'était semestriel? Annuel. Alors nous, c'était annuel. Annuel, par équipe ou tout seul, ou il y avait un mix des deux? Alors, à l'UBS, à l'époque où j'ai commencé ma carrière, les bonus, c'était, on disait toujours qu'ils avaient un mec qui était enfermé dans une cave au 35e sous-sol dans les coffres, et il le sortait une fois par année pour calculer les bonus. Parce que jamais personne a su comment ils ont réussi à arriver avec leur formule de calcul, ça n'a jamais fonctionné. Non, mais en gros, plus tu étais jeune, plus tu te faisais avoir, de toute manière. Ouais, ça, c'est la vie de tous les jours. Ça. Voilà, c'était une grande partie de ma carrière au début, parce que c'était « Ah, mais tu comprends, t'es trop jeune. » Ah voilà, j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit de finir à 10h tous les soirs, mais par contre, je suis trop jeune pour toucher des bonus, quoi. Donc ça, je comprends. Donc ça, c'était ça. Moi, j'ai vécu une période où c'était un peu... Il y a eu cette phase d'ascension. Au début, c'était normal, c'était exceptionnel, puis après, c'est devenu normal. Et puis, dans la normalité, tout d'un coup, si tu n'avais pas 300 000 balles de bonus, tu n'étais pas content, quoi. Ouais. Y a eu des débordements dans tous les sens. Perso, le plus gros que j'ai touché, je crois que c'était 300 000, un truc comme ça. Ouais, franc-suisse. Franc-suisse, alors que j'avais un salaire de 180, un truc comme ça. Ouais, donc presque 2 ans de salaire, quoi. Ouais. Mais et autour de toi, c'est 2 ans de salaire Mais après, si tu allais sur le côté anglo-saxe, on a entendu des trucs qui étaient bien plus délirants. Dans le domaine des hedge funds, c'était beaucoup plus... Ça dépendait des contrats. Moi, quand je suis rentré, j'avais dans ce hedge fund où j'ai travaillé, j'avais un contrat qui me disait, voilà, si tu fais 30%, tu touches 30%. C'était très clair. Par contre, on était capé. En dessous de 15% de perf, tu touchais à rien. Au-dessus, tu commençais à toucher. Au-dessus de 25%, tu commençais à toucher big deal. Au-dessus de 50%, alors là, par contre, le client ne touchait plus rien, c'est toi qui prenais tout. Enfin, j'exagère, mais c'était pas loin. Mais on n'est jamais allé jusque-là. Enfin, nous, on n'est jamais allé jusque-là. Il y en a qui l'ont fait après. Et tu as vu des seniors autour de toi qui ont... Est-ce que les gens parlaient de leur bonus? Non. Pas trop, discrètement? Ouais. Et tu l'as jamais vu, donc le petit bonhomme au 35e étage en sous-sol, tu l'as... Non, pour que lui, il te raconte des histoires. Toujours, d'ailleurs, Non, mais ça a toujours été un truc assez dingue, parce qu'effectivement, ça... Tu as toujours entendu parler beaucoup de ces bonus. On l'a tous dans ce milieu-là entendu parler. Lui, il a touché 1 million. Putain, mais ils sont où ces mecs-là? Parce que tout le monde a entendu un gars qui a touché. Tu l'as jamais rencontré. Et puis, accessoirement, toi, tu n'es jamais dedans. Peut-être forcément, tu n'es pas au bon endroit, pas au bon moment. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on a vu que les anglo-saxons, ils étaient dans un autre monde par rapport à ce genre de choses. Et que nous, on n'avait pas... Même à New York, à New York aussi. Ils disaient rien? Non. Ils n'en parlaient pas? Non. Et tu n'as jamais entendu un... Non. C'est tabou, en fait. Voilà. Ouais, c'est tabou, c'est clair. Alors, je sais pas en Suisse, c'est très mal vu de parler salaire. On n'aime pas trop dire combien on gagne. On est toujours très évasif. Moi, je me foutais un peu à l'époque, mais je faisais partie des peu qui s'en foutaient visiblement. Mais les gens n'aimaient pas trop dire combien ils gagnaient. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne le disent pas beaucoup. Alors, les bonus, c'est encore pire. Parce que de nouveau, il y a des fois, tu as l'impression qu'il y en a un qui s'est fait... couille en or, excuse-moi, puis toi tu regardes, tu dis bon ça va, mais de nouveau c'est une question de remettre l'église au milieu du village. C'est que moi j'ai jamais à me plaindre de mes salaires dans le secteur, mais c'est vrai que tu t'emballes parce que tu dis comment cette année j'ai que 400 000 balles par année, regarde autour de toi comment ça marche. Mais on n'est pas dans ce monde-là, à ce moment-là on n'est pas dans ce monde-là. C'est après quand tu sors du milieu où moi je suis sorti de la finance professionnellement parlant, on va dire, moi je suis devenu indépendant. Là, tout d'un coup, tu te rends compte que les gens, ils ont perdu la notion de la réalité. Ouais. Vraiment. Et dans les hedge funds, c'est plus important dans le trading? Le hedge fund, moi, j'étais moins payé dans les hedge funds que dans les banques. Mais par contre, j'avais un bonus plus important. Un bonus
mieux calculer, c'est très clair. Je savais exactement où j'en étais. Je pouvais calculer combien j'avais touché. Dans les banques, tu t'attendais, généralement le fin février, ils te donnaient les bonus. Tu étais là, pile ou face. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. On attendait quelque chose, mais on ne savait pas ce qu'on aurait. Donc, à l'époque, les hedge funds, c'était beaucoup plus clair. D'ailleurs, on voulait avoir cette clarté. Au moins, tu savais pourquoi tu te battais, quoi. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, tu peux là rien reprocher. Cette année, j'ai gagné que 10%, mais c'était prévu que je toucherais seulement après 10%. Je touche rien et c'est normal. T'es pas content. Mais en l'occurrence, c'est comme ça. Alors que dans d'autres systèmes, et de nouveau dans le système bancaire, en tout cas à l'époque quand j'y étais, c'est devenu presque une obligation. Tout le monde a commencé à toucher les bonus, même ceux qui produisaient rien fondamentalement. Donc c'était devenu, t'as un salaire plus un bonus. Pourquoi t'as un bonus? T'as un salaire déjà, t'as besoin d'être en plus payé sur un bonus. Merci pour ce que t'as fait. Hein. Mais il y a eu de tout. Après, à New York, avoir le train de vie de certains, je pense qu'ils ont beaucoup touché pour certains. Mais en même temps, quand je bossais là-bas, les gens, ils repartaient tous de Manhattan, ils habitaient tous à 1h30 de Manhattan, ils avaient une maison, oui, mais ils étaient loin parce que c'était moins cher, parce que Manhattan était invivable. Donc, ils devaient bien gagner leur vie, mais ça ne te donne pas non plus... tout le monde n'est pas Elon Musk. Enfin, voilà, donc Mais de nouveau, ça reste quelque chose qui est très... On entend beaucoup parler des gens qui ont fait des scores monumentaux, mais on entend peu parler de ceux qui ont moins et puis qui sont plus dans la norme, je pense. Mais ça, c'est une opinion perso, quoi. Moi, j'avais un boss qui était dans fusion-acquisition avant que ce soit mon boss. Et il avait 2 millions de bonus par an. Mais il gère une équipe et fusion-acquisition, c'est les mêmes horaires que toi. Hein. Le gars, il bosse toute la nuit, tout le machin, ils étudient les dossiers. Mais c'est vrai qu'après, on a entendu parler, nous, de bonus des chefs de salle qui sont maintenant à la défense, qui avaient bien gagné à l'époque. Je sais pas comment Jean-Luc c'était. Tu sais que je crois qu'il a pas touché grand-chose parce qu'il était junior quand il a fait son truc. Non, on va pas aborder le sujet parce que Non. J'ai une opinion très tranchée sur cette chose-là. Bref, anyway. Mais non, mais je pense qu'effectivement, il y a eu... Mais de nouveau, c'est comme dans tout. Enfin, moi, j'ai le beau rôle parce qu'aujourd'hui, je vis pas de bonus, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a eu... Et même, je pense encore aujourd'hui, c'est aberrant, quoi. C'est nouveau. Mais bon. Tant mieux pour ceux qui les touchent. Ouais, c'est sûr. Comme ça, quoi. Après, c'est devenu aussi des stocks options. Et puis, c'est vrai que quand tu regardes les gars dans la tech, ils ont... tu bosses chez Microsoft, tu étais dans les débuts. J'ai croisé un mec, il me dit, écoute, moi j'étais dans les débuts, j'ai pris j'ai vendu mes premières actions, et puis je me suis acheté une Polo. Aujourd'hui, ma Polo, elle vaut 400 000. Quoi. C'est ça. Donc, il y en a plein qui sont devenus millionnaires comme ça, et puis il y en a plein qui ont vite pris. C'est comme le Bitcoin, j'ai vu à 300, c'est 300 balles. Mais quelque part, moi je tu passes à 600, c'est génial. Bien sûr, mais stock option, il veut dire que ça passe à 100 000. Quoi. Mais c'est très bien, parce que ça motive les gens à bosser, finalement, à se motiver un peu plus que tant. Ouais. Le bonus, c'est pareil, mais de nouveau, de mon époque, de mon expérience, et je parle de la mienne, parce qu'il y a eu plein d'autres gens qui ont vécu certainement des choses différentes. Moi, je trouvais que c'était un peu folklorique, on ne savait pas comment calculer. Moi, j'ai fait des très très bonnes années, et quand je vois ce que j'ai touché ces années-là, je me dis, je me serais pété une jambe, ça aurait été pareil, hein, je veux dire, pour moi. Ouais. Pour la banque, ça aurait changé un gros morceau, mais moi, j'aurais retouché quand même, parce que franchement, je crois que la toute dernière année où j'avais touché un bonus, où j'avais un gros nostro, j'avais gagné 6 ou 7 millions, et j'avais tué 50 000 balles, quoi. Ouais. Tu dis... tu ramasses 7 millions à la boîte et tu as 50 000. Ouais, c'est... La balance, de nouveau, tu dis pas, je veux pas 1 million, mais si tu aurais mis 2 200, 300 000, tu peux... Ouais. Ah non, mais tu comprends... T'es trop jeune. Ouais, si. Puis maintenant, t'es trop vieux. Oh, d'accord. Ça va jamais, en gros, quoi. Donc, Et moi, j'ai une deuxième question aujourd'hui sur ce que tu fais dans la gestion. Donc, tu participes encore un petit peu à la gestion. Tu gères pour toi, pour ton compte propre. Qu'est-ce que tu vas regarder pour prendre tes prises de décision? Quels sont les produits que tu traites? Je ne traite plus. Ouais. Traiter au sens propre intraday. Tu fais du swing, tu vas moi j'achète. Moi je fais plutôt du buy and hold. Buy and hold. Alors pourquoi? Parce que j'aimerais bien pouvoir faire autre chose, mais en même temps j'ai pas le temps. T'as pas le temps là. Donc j'ai pas le temps de me mettre devant un écran et de me concentrer sur comment je prends mes décisions, machin. Donc moi ce que je fais c'est que quand je peux, j'investis dans des actions qui me plaisent et puis j'attends. Et pourquoi aussi? Parce que de nouveau. J'adore le trading, j'ai adoré le trading, j'ai adoré cette vie. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais aussi, mais il y a des choses que tu peux vous flyer mieux que moi, quoi. Pour faire du trading, tu ne peux pas commencer à faire tout n'importe quoi, tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais, avoir une méthodologie et puis l'appliquer. Si tu commences à faire... tu peux pas faire de choix. Faire du golf, ça ne va pas le faire, donc, je pense.
Non, ça marche pas comme ça. Voilà, exactement. On est d'accord. Donc, moi, j'ai pas le temps de commencer à me concentrer là-dessus. Il y a des fois, j'ai du temps, je pourrais. Mais par contre, des fois, j'y arrive pas. J'enchaîne toute la journée, puis je me rends compte que c'est 6 heures, et puis je n'ai même pas vu l'ouverture, parce que j'avais tout le contenu à écrire entre deux. Ok, c'est mon choix. Mais aussi, de nouveau, il y a un truc, des anecdotes qui me sont arrivées du passé. Je raconte toujours ça dans les conférences que je fais. En 2000, j'ai acheté pour $25 000 d'une boîte qui s'appelait Apple. Ouais. Petite société. Petite société qui faisait des PC très moches, tout carré, avec transparent et coloré. Dégueulasse. Ouais. Mais apparemment, on dit que c'est un truc qui va bien marcher plus tard. J'avais acheté. J'avais payé $5. Avant split, machin, pour 25 000 balles. $5 le titre. En 2 semaines, le titre est passé à 10. J'ai vendu. Bah ouais. 100%, champion du monde. Et après, ils ont inventé le MP3. Et donc, ça a continué à monter. Donc, j'ai racheté. Je me suis refait un voyage de, je sais plus, 50, 60%. Et j'ai revendu à 25. Puis après, c'est redescendu à 22. J'ai racheté jusqu'à 30. Puis j'ai revendu à 30. Puis j'ai dit, mais là, c'est bon, quoi. 3 fois de suite, des mouvements pareils. C'est bon, là, en plus, c'est trop cher, machin. Voilà. Bref, l'histoire derrière, on la connaît. Ça veut dire que si j'avais juste conservé ces $25 000 en l'an 2000, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, il y aurait 19 millions sur le compte. En ne faisant rien. Rien du tout. En n'allumant même pas un PC, même pas un écran, en regardant pas un journal, je me serais foutu sur une plage de les 25 dernières années avec mes 25 000 balles placées en Apple, j'aurais plus rien besoin de faire d'autre. Et tout ça parce que j'ai voulu faire du trading. Donc c'est ça la grande question. C'est si tu as le temps et si tu arrives à mettre au point ta méthode de trading, ce que je suis parfaitement convaincu que ça fonctionne, et gagner régulièrement ta croûte, c'est top. Moi je l'ai fait perso aussi pendant une année ou deux où je gagnais régulièrement tous les jours avec mes indicateurs. J'essayais de me positionner. J'étais pas toujours très bon, mais l'un dans l'autre j'ai réussi à manger avec ça. Mais voilà, c'est une autre manière de fonctionner. Moi je l'ai fait pendant un moment. Après, de nouveau, on arrive sur une question d'âge, une question d'envie d'autre chose. Moi, j'ai pris ce virage-là complètement volontairement parce qu'a priori, c'est pas ce que je voulais faire. Sur la finance, c'est pas ce que je voulais faire non plus, donc c'est pas grave. Mais voilà, donc après, tu continues dans cette direction et voilà. Mais donc, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à faire du buy and hold en disant, je crois à quoi. Alors, dedans, ça va dire, je vais acheter des boîtes qui paient des dividendes. Ça veut dire, je vais acheter des boîtes qui ont de la croissance. Puis, je vais jouer là-dessus. Puis, je vais attendre. Ouais. Parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. Ouais. Maintenant, demain, le jour où on ne veut plus voir mes vidéos, plus écouter mes commentaires, plus voir ce que j'écris, je me remettrai peut-être à devoir bouffer. Donc, du coup, je referai, mais non, mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas. Enfin, tu ne peux pas toujours faire du trading et du buy and hold en même temps pour ceux qui veulent. Tu n'as pas le temps. Oui, toi, tu as une activité assez chargée. Ouais. Il faudrait que je me lève à minuit ou à 1h du matin. Pour te coucher. Je fais tout le contenu avant 8h, que je traite jusqu'à la fin de la journée. Et puis, normalement, après 15 jours, je suis mort de fatigue, de les choses qui viennent. Donc, c'est réglé. Non, mais voilà, je pense que c'est juste un temps pour tout. Après, je pense qu'il y a un temps pour tout, effectivement. Moi, je l'ai fait jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais ni les nerfs, ni l'envie, ni la passion suffisante pour faire ça. Mais voilà. Je pense que voilà. Ça marche. Ok. Un temps pour tout. Mais je ne voulais pas faire ça. Hein. Moi, je voulais être pilote d'hélicoptère à la base, donc ça n'a rien à voir. Mais... Et tu l'as pas acheté entre-temps ? Je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai fait. J'ai 600 heures de vol en hélico. Ouais, d'accord. Okay. J'ai eu la licence de pilote, mais bon, après, il n'y a pas de boulot, donc j'ai fait ça. D'accord. Mais excellent, ça. Mais voilà, mais c'est vraiment c'est super. C'est vraiment une super expérience, c'est un super milieu. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Et, on me disait aujourd'hui, est-ce que tu es heureux ? Je dis, ouais, je suis heureux. Ouais, clair. Je me suis éclaté toute ma vie. J'ai fait des trucs probablement ça va être difficile de refaire pour d'autres personnes aujourd'hui parce que ça s'est complexifié. Et voilà, j'ai eu la chance de faire des choses dingues. Et avec le recul, j'ai fait pas mal de choses pas mal. Est-ce que je peux poser une question et on est off micro autour d'un verre tranquille. Quel est le truc le plus dingue que tu as fait ? Le plus dingue ? Ou que tu as vu, que tu as fait ? Né déjà, je pense que c'était... Non, mais moi, on en a parlé off micro avant le podcast. Là, moi, j'ai la chance d'avoir un autre métier à côté de la finance, c'est l'automobile. Ouais. Parce que je suis journaliste automobile à mes heures perdues pour un magazine de luxe en Suisse. Et c'est là-dedans où j'ai fait des choses dingues. Ouais. Là, j'ai fait des trucs... j'ai eu la chance de mettre les mains sur des volants exceptionnels. J'ai eu la chance de rouler dans des voitures en tant que passager et de comprendre que je ne savais pas conduire. Ouais. Parce que tu touches à des gars qui, eux, savent conduire.
et que tu penses que tu vas mourir à chaque virage parce que de toute façon, ils sont complètement cintrés, alors que toi, tu penses qu'à 130, tu maîtrises le sujet. Bah non, pas du tout. Donc tout ça sont des expériences qui sont assez magiques. Et ouais, j'ai eu l'occasion de faire ce genre de choses qui sont dingues. Après, dans la finance, j'ai un truc qui pour moi était absolument incroyable. J'ai rencontré à l'époque dans son bureau en one-to-one un monsieur ça vous dira peut-être rien, mais il s'appelle Ralph Acampora, qui était à l'époque le plus grand des analystes techniques. Et grand à tous les sens du terme, il doit faire 2 mètres. Ah oui. Il a des mains, quand il te serre la main, enfin moi, il me prenait jusqu'à l'avant-bras, en fait. Quoi, donc, mais c'est un type qui était très... C'était un Américain, d'abord. C'est un Américain, je crois, toujours vivant. Et qui est le gars, tu rentrais dans son bureau, tu étais optimiste, tu ressortais, tu vendais ta grand-mère pour acheter encore des actions. Tellement le gars, il te motivait. Il te montrait des charts, tu te dis, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? C'était juste extraordinaire de rencontrer ce genre de gens qui sont inspirants dans ce métier. C'est que moi, j'étais passionné et ce gars-là, il avait la capacité de te donner encore plus d'inspiration et plus de passion parce que c'était juste mythique. Et il y avait un rappel très fort à certaines images qu'on voit au cinéma dans des films comme Wall Street ou même avec DiCaprio, le Loup de Wall Street, où il y a ce côté très enthousiaste qui est extrêmement motivant. Et ça, moi, j'ai eu la chance de passer une demi-journée avec ce mec-là dans son bureau en one-to-one. Il avait un écran pour l'analyse technique. Il projetait sur un mur de 3x4 et il faisait son analyse technique sur des graphes qui faisaient 4 mètres de haut. Et c'était génial parce qu'à il m'a fait tout le Dow Jones et il m'a montré les points d'entrée. C'était passionnant. Et j'avais adoré ce genre de choses. Dans ce milieu, c'est ce que j'ai adoré. Dans le reste de ma vie, l'automobile m'a fait faire des choses et continue de me faire faire des trucs assez fous. Avoir le droit de conduire des choses que peu de personnes peuvent le faire. Oui. Puis donc, il y a des sensations. Et des sensations, puis des voitures, typiquement. Alors, on va parler voitures 2 secondes, mais des voitures que tu ne... Moi, demain, j'ai 20 milliards sur le compte. Il y a certaines voitures qu'on m'a prêtées. Jamais je vais acheter ça. Je ne vois pas pourquoi j'irai acheter une Rolls-Royce Cullinan. Je ne vois pas l'intérêt. Ben, par contre, à rouler, c'est fantastique. Mais par contre, alors dire je vais acheter 500 000 balles pour acheter un machin comme ça, c'est fantastique à rouler. Mais à quel moment tu te dis, tiens, j'ai besoin d'une Rolls-Royce Cullinan? Et une fois que tu l'as essayé, tu te dis, j'en ai besoin? Non. Non, même pas. Non, j'achèterais un SUV, oui, mais pas ça, je ne vois pas l'intérêt. Parce que c'est un temps. Je pense qu'ils achètent ça pour un statut. Alors probablement, oui, évidemment. Alors après, c'est vrai que le soin du détail, c'est des œuvres d'art, rien à dire. Mais c'est comme t'achetais un tableau Picasso, quoi. Un peu. Alors je préfère la Rose que le tableau Picasso, parce que moi, tu peux rouler avec la Rose. Le tableau, c'est... Voilà. Faut le regarder. Exactement. Mais non, je pense qu'il y a une notion de statut. Mais voilà, c'est des moments assez fous. En voiture, franchement, j'ai eu la chance de rouler avec un pilote Ferrari, un pro qui roule avec des Ferrari F488 Pista dans le championnat international. Donc, c'est des mecs qui sont pas si loin que ça. Ils roulent fort. Ouais. Alors, ouais. Donc, moi, je me suis dit, bon, je vais mourir. Donc, je suis parti avec j'étais en passager. Donc, je suis parti avec mon téléphone pour filmer la piste. J'ai fait la sortie des stands, j'ai mis le téléphone sur la combi, j'ai dit, de toute façon, je vais mourir. Donc, c'est pas important. C'était un moment absolument mythique. Une vitesse là où tu penses qu'il faut freiner, lui, il ne freine pas. C'est un autre monde. Et après, il y a tout le côté sketch, parce que moi, je suis extrêmement fin comme physique. Et donc, ils ont dû me rentrer dans la voiture et me sortir de la voiture, c'était pas mal. Si elle brûle, pas besoin de chercher, je vais mourir, c'est sûr. Je serais coincé dedans. Mais voilà. Ça fait partie de... Mais en fait, tout ça, finalement, toutes ces choses dingues, ça vient d'un métier et d'une vie qui était pour moi, on continue à être, mais qui est assez exceptionnel, c'est tout. C'est génial. Mais la passion. Ouais, la passion, c'est essentiel. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec passion. Et voilà, ce que je dis, on me dit, ouais, tu te lèves à 4h du matin pour travailler tous les jours. Je dis, ouais. C'est pas trop dur, si. Mais jamais je me lève le matin en me disant, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ouais. Jamais. Tous les matins, c'est... Je me lève tous les matins, je suis content d'y aller. Jamais j'ai eu un matin où je me suis dit, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de tourner. Non, jamais. Par contre, à l'époque où je bossais dans des banques, alors là, il y a des fois, je me jetais en bas du lit pour y aller parce que j'ai pas envie. Mais là, dans ce que je fais, c'est ce que j'aime faire. Donc, si en plus, on me paye pour le faire, ça va. C'est magnifique, t'as la belle vie. Oui. Et heureux, ouais. Ouais, c'est clair. Non, oui, bien sûr. Ça se ressent. Bon, ça marche, Thomas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci pour être venu jusqu'à nous. Et puis, n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous trouverez plein de liens pour retrouver Thomas, qui nous enverra. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de les chercher. On va vous les fournir.
Merci pour cette interview très riche. Et puis, on se retrouve très bientôt déjà sur tes réseaux. Et j'espère prochainement dans une nouvelle interview. Mais alors, quand tu veux, je vais venir régulièrement à Paris, au 23e étage. Avec plaisir. Merci à tous. Beaucoup.